Oui, bonsoir. Ce soir, on a des invités très renommés. Notre première invitée, c'est Madame Professeur Ganjbakhsh Estelle, qui va être présentée par Saïd El-Rohani. Donc, elle est professeure en cardiologie. Je vais passer la parole à Monsieur Rohani, qui est endocrinologue, il est spécialiste de sommeil. Il va nous faire une conférence en mois d'octobre. Voilà, je vais passer la parole à Saïd. Merci Saïd Jean. Bonsoir chers amis, c'est un grand plaisir de me retrouver après un certain nombre d'années avec vous, tous ici. Je suis beaucoup plus âgé que Palma et même sa maman, donc merci de bien vouloir m'accepter. Eh bien, j'ai vraiment l'honneur, le plaisir de présenter le professeur Estelle Ganjbakhsh, qui est chef de l'unité de rythmologie dans le département de cardiologie de l'hôpital Salpêtrière. C'est une brillante dame iranienne, franco-iranienne, et c'est un grand plaisir de voir parmi nous des personnes aussi brillantes. Je dois dire que personnellement, je suis depuis plus de 65 ans en France. C'était il y a 2 ans, lorsque nous avons signé une pétition pour le mouvement Femmes Liberté, j'ai eu la surprise de voir combien il y avait de PUPH parmi les Iraniens, les médecins iraniens qui avaient signé cette pétition. Pour moi, c'était une grande surprise. Je ne savais pas qu'il y avait tant de jeunes Iraniens brillants partout dans différents services. Professeur Estelle Ganjbakhsh fait partie de ces médecins brillants de la grande hôpital Salpêtrière. Mais elle appartient à une dynastie médicale et je me dois, et c'est un plaisir pour moi, d'évoquer le souvenir, bien sûr, du professeur Iraj Ganjbakhsh, qui était le successeur de Cabrol, à la tête du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Salpêtrière. Et je crois que c'était une très grande performance parce que professeur Cabrol, c'était la personnalité que nous connaissons en France, avec quelle, je dirais, popularité il avait ce chirurgien. Il sortait de la popularité habituelle des médecins, des chirurgiens, tels qu'on peut le connaître en France. Et le professeur Ganjbakhsh était son successeur pendant des années. Je ne sais pas combien d'années il a dirigé ce service. 15 ans. 15 ans. Mais il est aussi la petite fille du docteur Hassan Ganjbakhsh, qui était membre du département d'anatomie de l'université de Téhéran et au stade de Danishgah Téhéran, Danishgah Pezeşki et Danishgah Téhéran, c'est-à-dire professeur à la faculté de médecine de l'université de Téhéran. Et je connaissais le nom de votre grand-père avant, parce que grâce à mon ami Paul Hakim, qui est le fils du professeur Manouchehr Hakim, qui était chef du département d'anatomie de l'université de Téhéran, ils avaient écrit de nombreux livres en persan sur l'anatomie. Il y avait monsieur Dr Ganjbakhsh et le professeur Hakim. Je crois que leur souvenir doit être évoqué et que nous devrions connaître nos racines et nos ancêtres, nous qui sommes éloignés de notre pays et qui travaillons dans un autre contexte. Eh bien, il faut que nous leur rendions également hommage. Et je suis très heureux que la petite fille de Hassan Ganjbakhsh et fille de Iraj Ganjbakhsh nous parle ce soir et qu'elle établisse ce lien avec le passé de l'université, de la faculté de médecine de Téhéran. Eh bien, chers amis, je laisse la parole au professeur Ganjbakhsh. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous ce soir. Et merci beaucoup pour cette introduction et cet hommage vraiment émouvant par rapport à mon père et effectivement mon grand-père, qui effectivement était professeur d'anatomie à l'époque à la faculté de Téhéran. Et j'espère que la dynastie va se poursuivre puisque ma fille va rentrer bientôt en école de médecine. Donc voilà, on espère en tout cas maintenir cette tradition et dynastie médicale.
Alors moi je ne fais pas de la chirurgie cardiaque, hein, mais je suis donc professeure de cardiologie et en particulier je m'occupe de rythmologie et d'électrophysiologie, ce qui est une sous-spécialité de la cardiologie que je vais vous présenter et qui est une sous-spécialité vraiment passionnante et qui évolue vraiment, vous allez le voir, de manière assez fantastique dans les dernières années avec des progrès évidemment technologiques qui sont assez incroyables et que je vais essayer de vous présenter dans cet exposé et dans les prochaines minutes. Donc déjà, l'exposé va comporter deux parties. La première partie sur toutes les évolutions technologiques en termes de stimulation et de défibrillation. Donc on va parler de pacemaker et de défibrillateur. Et puis dans la deuxième partie, je vais plutôt parler des nouvelles stratégies et technologies pour la prise en charge des troubles du rythme. Et en particulier, je vais vous parler d'ablation. Donc la stimulation cardiaque, c'est quand même une histoire qui évolue depuis les années 50. Évidemment, comme souvent en cardiologie, c'est plutôt les chirurgiens cardiaques en fait qui ont inventé un peu les choses, et ensuite c'est les cardiologues qui se sont un peu emparés en fait des inventions des chirurgiens cardiaques pour se les approprier et puis les rendre plus facilement accessibles aux patients. On le voit pour tout ce qui est rythmologie, mais on le voit maintenant aussi pour tout ce qui est prise en charge maintenant des maladies valvulaires. Et donc vous pouvez voir sur cette diapositive comment les choses ont évolué depuis le premier stimulateur cardiaque qui était finalement externe avec, vous voyez, ce patient qui était obligé de balader son chariot, jusqu'au premier stimulateur cardiaque implantable que vous voyez à droite, qui était un stimulateur avec une seule sonde, qui n'était pas vraiment programmable, mais qui permettait à l'époque quand même de sauver la vie des patients. En particulier, c'est les patients qui se présentaient un bloc atrioventriculaire et qui, avant l'ère de la stimulation, mouraient parce qu'il n'y avait pas de possibilité de les traiter. Et puis évidemment, avec l'évolution, en fait, on a vu que ces stimulateurs se sont petit à petit miniaturisés vers les stimulateurs qu'on connaît maintenant, qui sont les stimulateurs double chambre que vous voyez en bas. Et puis, depuis maintenant quelques années, on a vu, globalement, les choses sont restées plutôt stables pendant 20 ans. Et puis, depuis quelques années, on a vu un vrai bond technologique avec l'apparition de deux nouveautés, qui est la stimulation sans sonde, c'est-à-dire ces petits stimulateurs qui sont implantés à l'intérieur du cœur et qui vont permettre de stimuler les patients, donc ce qu'on appelle les stimulateurs sans sonde. Et puis la deuxième nouveauté, c'est la stimulation physiologique qui est en train de prendre complètement le pas progressivement sur la stimulation habituelle qu'on développait finalement jusque-là. Alors vous me direz, pendant des années, pendant 20 ans, on a eu des stimulateurs cardiaques et finalement ça marchait plutôt bien. Donc pourquoi développer des nouvelles technologies ? Parce que en fait, on sait que ces stimulateurs, et en particulier les sondes qui sont associées aux stimulateurs, sont associées à quand même des risques et des complications chez les patients. En particulier, donc, on sait que quand on met des sondes dans le cœur, on risque de perforer le cœur, on risque de faire des complications vasculaires, on risque, les sondes, quand on les met, on les accroche avec des petites vis, mais elles risquent de se déplacer. Et puis, il peut y avoir des risques d'infection, c'est pas que pour les pacemakers. Dès que vous mettez du matériel, peut y avoir un risque infectieux, aigu ou chronique, et ce qui entraîne quand même un certain nombre de complications aiguës ou tardives pour les patients. Globalement, sur les stimulateurs, les sondes habituelles qu'on compose d'ailleurs toujours, on considère qu'à peu près à 10 ans, il y a quasiment un patient sur 4 qui va nécessiter une réintervention sur son appareil et sur sa sonde. Donc c'est beaucoup. Donc finalement, on se dit un pacemaker, c'est pas grand-chose finalement, mais on sait qu'il y a quand même des risques associés, et en particulier vraiment ce qui technologiquement est la faille dans les stimulateurs, c'est vraiment cette sonde qui peut entraîner des complications ou qui peut casser et entraîner évidemment des dysfonctionnements de l'appareil. Le deuxième problème, c'est vraiment de préserver le cœur et le capital veineux du patient, parce que les stimulateurs classiques ou les défibrillateurs classiques, on va les mettre par voie veineuse, en général par voie sous-clavière, et on sait que ça peut entraîner des occlusions ou des sténoses qui peuvent entraîner un certain nombre de problèmes sur le long cours. Alors le problème aussi, c'est que quand les sondes
présentent un problème, on se dit il suffit de les enlever, c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'au bout de quelques années, ces sondes finissent par être accrochées à l'intérieur de la paroi du cœur, elles sont vraiment internalisées et en fait on n'arrive plus, en tirant dessus, on ne peut pas vraiment les décrocher, on est obligé d'utiliser des systèmes un peu particuliers pour pouvoir les décrocher, voire de la chirurgie cardiaque, on est obligé de faire des sternotomies pour enlever les sondes. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça quand même de prendre en charge ces dysfonctions de sondes quand ça arrive. Et puis vous voyez que quand la sonde elle marche pas, on peut toujours se dire c'est pas grave, j'en rajoute une. Mais bon, là vous voyez un patient là où on a rajouté des tas de sondes dans tous les sens, mais en fait voilà, on peut en rajouter une, deux, trois, mais au bout d'un certain temps, on ne peut pas rajouter du matériel comme ça de manière indéfinie parce que ça va entraîner quand même pas mal de problèmes après chez les patients. Donc ça fait vraiment des années et des années que cette idée de développer un stimulateur intracardiaque, c'est-à-dire sans sonde, a germé. Et vous voyez que les premières expérimentations, elles ne datent pas d'hier, mais elles datent ici, c'était les années 60-70 plutôt, avec des premiers stimulateurs. Donc vous voyez là, c'est la petite capsule que vous voyez dans la main du patient. Avec des stimulateurs avec des batteries nucléaires à l'époque. Bon, maintenant on ne fait plus ça évidemment, mais voilà, à l'époque c'était ce qu'on appelle les pacemakers atomiques. Et donc il y avait quand même cette idée qui avait germé, mais clairement la technologie n'était à l'époque pas au point et finalement ça avait été un petit peu abandonné parce que clairement les technologies n'étaient pas au point à l'époque. En fait, ces stimulateurs sans sonde, ils posent un certain nombre de défis techniques. Il faut développer des cathéters pour aller les délivrer dans le cœur du patient. Donc ça, c'était pas si simple que ça. Le point critique, c'était la technologie de fixation, c'est-à-dire que quand vous allez mettre la capsule, il faut qu'elle puisse s'accrocher dans le cœur et puis qu'elle puisse bien tenir. Et ça, c'était finalement un des points finalement de difficulté dans le développement de la technologie. Et puis, il y avait aussi le fait que la batterie, ce n'est pas des batteries qui sont rechargeables, c'est des batteries qui doivent durer une dizaine d'années et donc il fallait miniaturiser la batterie, ce qui quand même pose des problèmes, ou en tout cas des défis technologiques importants. Et puis il faut qu'on puisse les interroger, les pacemakers, il faut qu'on puisse les programmer, donc il faut qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une télémétrie suffisante pour qu'on puisse communiquer avec le pacemaker qui est à l'intérieur de la cavité cardiaque pour qu'on puisse les programmer et les faire fonctionner de manière correcte. Donc les premiers pacemakers dits sans sonde, ils ont été développés et proposés dans les années, c'était 2016, ce qu'on appelle, c'est la technologie du Micra, mais il y en a d'autres, et donc ça correspond en fait à cette petite capsule qui est implantée au niveau du ventricule droit avec un système d'accroche, c'est-à-dire des petites ancres qui viennent s'accrocher au niveau du ventricule droit. Mais ce pacemaker, c'est un pacemaker, on revient un peu au type de pacemaker initial qu'on avait mis initialement, c'est-à-dire c'est juste un pacemaker avec juste la capacité de stimuler juste une cavité. Donc c'est un stimulateur finalement assez simple qui permet de stimuler juste le ventricule droit, mais qui ne permet pas par exemple de resynchroniser le ventricule droit par rapport à l'oreillette. Donc on revient à des technologies qui sont assez basiques finalement. Mais c'est quand même un bon technologique. Ce stimulateur sans sonde, il a quand même pas mal d'avantages. Déjà, maintenant on sait qu'on arrive très facilement à les poser. On a des taux de succès d'implantation qui sont au-dessus de 99%. On sait qu'on ne va pas avoir de complications qui sont liées aux sondes, puisqu'il n'y a pas de sonde, puisqu'il y a juste une capsule. Il n'y a pas de complications liées à la loge où on va mettre le boîtier du pacemaker. Ça va permettre de préserver le capital veineux des patients. Et on sait que ce type de stimulateur est associé à un risque très minime d'infection parce que rapidement, en fait, le pacemaker, la capsule est endothélialisée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en contact en fait, avec la circulation sanguine. Et donc, le risque infectieux de ce type de dispositif, il est vraiment négligeable. On sait que c'est quelque chose qu'on peut proposer aux patients âgés et les plus fragiles. Et puis, on sait que dans les études qui ont été montrées, montrent qu'il y a moins de
risque de réintervention lié à ce type de stimulateur. Donc, clairement, c'est un bond technologique et pour le moment, on ne propose pas, en tout cas, ça n'a pas remplacé la stimulation classique, puisque le coût du matériel est plus élevé, forcément, et peut y avoir aussi un peu plus de risque d'épanchement, comme vous voyez ici, c'est-à-dire que quand vous allez faire ça peut arriver de faire un trou avec le stimulateur, enfin avec la capsule, et dans ce cas-là, ça peut faire des épanchements ou des tamponnades assez importantes, avec un risque qui est probablement potentiellement un peu plus important qu'avec le stimulateur classique. L'autre type de problème, c'est que on met le stimulateur, mais au bout d'un certain temps, il est inclus carrément dans la paroi cardiaque, et donc on ne peut pas vraiment les extraire. Et donc, il y a pas mal de questions qui se posent, c'est-à-dire qu'une fois que la batterie arrive en fin de vie, au bout de 8 à 10 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va rajouter une autre capsule, peut-être une autre capsule. On sait qu'on peut aller jusqu'à 3 capsules probablement, mais voilà, on se dit que finalement, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir finalement d'autres problèmes qui vont arriver? C'est vrai qu'idéalement, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir poser le pacemaker et une fois que la batterie arrive en fin de vie, pouvoir le retirer et pouvoir en mettre un autre. Ça serait un peu je dirais, le pacemaker idéal. Et puis l'inconvénient, c'est que c'est un stimulateur qui ne stimule que le ventricule droit, ce qui fait qu'il n'est pas adapté à toutes les indications de stimulation. Et en particulier pour les patients qui ont des blocs atrioventriculaires, ça ne permet pas de synchroniser la stimulation du ventricule vis-à-vis de la détection de l'oreillette. Donc clairement, le type de stimulation qui est induite est moins physiologique qu'avec les pacemakers classiques. Mais néanmoins, clairement, ça fait partie des types de stimulateurs qu'on va poser de plus en plus souvent, avec des indications qui restent quand même restrictives. Vous savez comment c'est, quand on a du matériel qui est plus coûteux, forcément, il y a des indications qui restent un peu plus restreintes sur les indications où ça a vraiment montré son bénéfice. Donc là, actuellement, c'est plutôt les patients qui sont plus à risque de complications avec des stimulateurs conventionnels. Mais on voit que les indications, clairement, probablement vont s'élargir dans les prochaines années aussi avec les améliorations en termes de technologie. Donc les améliorations en termes de technologie, c'est le fait d'avoir des stimulateurs qui stimulent le ventricule, mais qui cette fois-ci peuvent être synchronisés à l'oreillette dans les indications de bloc atrioventriculaire. Donc il y a des premiers types de stimulateurs de ce type-là qui vont arriver bientôt sur le marché. Ils ne sont pas parfaits, clairement, mais on voit que voilà, ça avance et en fait ça avance très vite parce que globalement, il y a même 5 ans, on n'imaginait même pas, nous, les rythmologues, qu'on puisse avoir aussi vite accès à ce type de technologie. Et le type de technologie qui arrive qui va arriver là dans les, je dirais, 2-3 prochaines années, c'est la stimulation double chambre, donc ça ressemble à un pacemaker classique, mais uniquement sans sonde, avec une petite capsule qu'on va mettre dans l'oreillette, une petite capsule qu'on va mettre dans le ventricule. Et ce nouveau stimulateur présente a priori l'avantage que les capsules, on va pouvoir les enlever. Donc ça veut dire qu'on va approcher peut-être bientôt du pacemaker, je dirais idéal, celui qui va durer longtemps, qui ne va pas avoir de sonde, qu'on va pouvoir mettre et qu'on va pouvoir enlever une fois que la batterie n'est plus, en tout cas est épuisée. Et donc on espère en tout cas que ce type de stimulateur qui a eu ses premières implantations chez l'homme qui viennent juste d'être faites, pourra en tout cas être accessible et en tout cas diminuer, on l'espère, le risque de complications liées à les stimulations chez nos patients. Le deuxième bond technologique qui est en train d'être fait, c'est ce qu'on appelle la stimulation physiologique. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur les stimulateurs classiques, quand on va stimuler le ventricule droit, ce n'est pas une stimulation physiologique, ça va induire en fait des délais de contraction, une désynchronisation entre les ventricules. Et sur ce type de stimulation non physiologique, on sait qu'il y a à peu près 20% des patients qui vont développer ce qu'on appelle une cardiomyopathie induite par la stimulation, c'est-à-dire qu'ils vont développer une dysfonction ventriculaire gauche induite par la stimulation. Et ça, c'est quand même un problème parce que y a un certain nombre de patients qui peuvent développer
à cause de la stimulation des complications comme de l'insuffisance cardiaque. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de proposer une stimulation beaucoup plus physiologique chez ces patients-là. Alors la stimulation physiologique, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer en fait de stimuler le ventricule droit et le ventricule gauche, que la stimulation se fasse de manière synchrone. Donc ce qui peut être fait, c'est la resynchronisation, c'est le fait de mettre une sonde dans le ventricule droit, une sonde dans le ventricule gauche pour arriver à stimuler les deux ventricules de manière synchrone. Mais une nouvelle technologie est apparue qui permet cette fois-ci d'aller, au lieu de stimuler le ventricule droit un peu n'importe où comme on fait habituellement, c'est d'aller stimuler directement sur les voies de conduction, donc au niveau du septum interventriculaire, pour en fait simuler une conduction électrique vraiment la plus physiologique possible. Et donc c'est ce qu'on appelle la stimulation physiologique. Là c'est un exemple par exemple d'électrocardiogramme avec un patient à droite avec un électrocardiogramme sans stimulation et un électrocardiogramme avec la stimulation, et on voit que même avec la stimulation, l'aspect des QRS induit par la stimulation est vraiment très fin, et donc on est vraiment, c'est comme si on stimulait, en fait, comme si la dépolarisation électrique se faisait par des voies de conduction normales. On essaye en fait d'avoir une stimulation vraiment la plus physiologique possible. Donc on n'a pas encore beaucoup de recul sur ce type de stimulation physiologique. Il y a des études qui montrent que globalement on a l'impression sur des études plutôt observationnelles que ce type de stimulation diminuerait le risque de développer des cardiomyopathies, de l'insuffisance cardiaque, mais on attend quand même des études plus solides, des études randomisées pour être sûr vraiment que ce type de stimulation a vraiment un bénéfice pour les patients. C'est vrai que les rythmologues ont très vite eu un engouement, et on voit que clairement c'est un peu en train que les patients, enfin que les praticiens ont switché assez rapidement sur ce type de stimulation, mais il faut avouer qu'on manque quand même un petit peu de recul pour pouvoir le généraliser. Donc pour le moment, les indications, c'est qu'on va utiliser ce type de stimulation physiologique chez les patients qui ont une fraction d'éjection du ventricule gauche qui est basse, ou chez les patients chez qui on n'arrive pas à faire de resynchronisation. Il y a beaucoup de questions quand même qui restent à long terme, puisque c'est une technologie qui est récente. C'est sur la longévité à long terme, c'est-à-dire ces sondes qu'on va implanter, est-ce qu'elles vont résister aussi longtemps que les sondes que l'on met de manière habituelle? Comme je vous ai dit, le risque et le point faible vraiment de la stimulation, c'est ces sondes. Il y a la question qu'on se pose sur l'extractibilité, c'est-à-dire ces sondes qu'on va implanter plus profondément dans le septum, est-ce qu'on va arriver bien à les extraire plus tard? Et puis beaucoup de questions sur le bénéfice réel chez les patients. Donc je vais terminer avec un petit mot sur les derniers types de défibrillateurs. Il y a beaucoup eu d'efforts pour développer ce qu'on appelle des défibrillateurs qu'on appelle extravasculaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des sondes qui vont aller à l'intérieur du cœur, stimuler, détecter et défibriller le ventricule, on va mettre des sondes qui vont être sous-cutanées et qui vont permettre de détecter une arythmie et de délivrer des chocs électriques pour les patients. Donc le défibrillateur sous-cutané, c'est une technologie qu'on a maintenant depuis quelques années et qui fonctionne relativement bien. Chez des patients, on voit que voilà, ça reste quand même relativement discret, et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas du tout de matériel à l'intérieur des cavités cardiaques, donc avec moins de risques de complications liées à ce matériel. Et puis, les derniers défibrillateurs qui sont, en tout cas, qui sont en train d'être développés sont des défibrillateurs qui sont ce qu'on dit extravasculaires, c'est-à-dire cette fois-ci, on va implanter des sondes, on joue un peu au chirurgien quelque part, parce qu'on implante des sondes directement sous le sternum, mais avec des technologies, voilà, vous voyez, qui évoluent relativement vite. Et en tout cas qui sont assez prometteuses, mais comme toujours dans ces nouvelles technologies, il faut voilà, garder un peu la tête froide et savoir qu'il faut avoir un petit peu de recul. On sait que les problèmes liés à ces nouveaux matériels, ils peuvent arriver pas tout de suite, on va les voir arriver potentiellement dans 5 ou 10 ans. Donc il faut quand même pas toujours vendre, je dirais, la nouvelle technologie comme forcément quelque chose de mieux, mais c'est sûr que ça, en tout cas, ça offre plus de possibilités pour le traitement de nos patients et pour
limiter, on l'espère, les complications. Je vais passer ça. Et puis les derniers qui passent, c'est le combo avec les défibrillateurs qui ont dit sous-cutanés, donc extravasculaires, avec des stimulateurs sans sonde. Ces dispositifs ne sont pas encore disponibles, mais on voit bien qu'il y a cette volonté des industriels et puis de la communauté rythmologique de vraiment de développer et d'aller plus loin. Donc probablement, en tout cas, le pacemaker qu'on mettra, ou les appareils qu'on mettra dans 10 ans ne sont pas du tout les mêmes, je pense, que ceux qu'on met actuellement. Les autres grosses évolutions technologiques qu'on a vues, c'est sur la prise en charge des arythmies et de traitements interventionnels, en particulier de la fibrillation atriale. Alors la fibrillation atriale, c'est un gros problème, on sait en cardiologie. On considère qu'il y a à peu près 800 000 personnes qui sont atteintes de fibrillation atriale en France, donc c'est beaucoup. Et les projections, c'est 2 millions de personnes avec de la fibrillation atriale d'ici à 2050. Donc ça fait beaucoup. Les statistiques, c'est qu'une personne sur 3 va développer de la fibrillation atriale à partir de l'âge de 55 ans. Et on sait que la fibrillation atriale, c'est pas du tout bénin, c'est associé à un risque d'accident vasculaire cérébral, c'est associé au risque d'insuffisance cardiaque, c'est associé aussi au risque de démence. Et donc, il y a un vrai enjeu d'arriver à traiter cette fibrillation atriale. Alors, jusqu'à, je dirais, il y a 15 ans, on n'avait que les traitements médicamenteux, c'est-à-dire les traitements antiarythmiques, dont on connaît les limites. On sait qu'ils ont une efficacité limitée, je vais vous montrer après. Ils sont associés à des risques. L'amiodarone, il y a un risque de complications liées à l'amiodarone qui est vraiment très élevé. On a des patients qui peuvent même décéder de complications liées à l'amiodarone. Le sotalol, il y a les antiarythmiques, on en a de moins en moins disponibles aussi. Et ils sont contre-indiqués dans de nombreuses situations. Donc rapidement, en fait, en termes de traitement des médicamenteux, on va se retrouver dans des impasses thérapeutiques pour les patients. D'où l'idée de développer des procédures interventionnelles pour arriver à vraiment traiter vraiment les causes de la fibrillation atriale. Donc ça, c'est pour vous montrer l'efficacité des traitements antiarythmiques. Le meilleur, c'est l'amiodarone, mais avec un risque de complication qui est quand même important. Et puis, vous voyez les efficacités des autres traitements qui est quand même relativement faible, ce qui explique que les patients récidivent et qu'on peut être dans une escalade médicamenteuse qui est potentiellement délétère pour les malades. Donc cette idée de développer un traitement interventionnel de la fibrillation atriale, encore une fois, il n'est pas venu des cardiologues, il est venu des chirurgiens cardiaques, puisque c'est les chirurgiens cardiaques qui ont développé cette procédure de Cosmèse qui consiste à aller faire des lignes de suture à l'intérieur de l'oreillette gauche pour traiter la fibrillation atriale. Donc ça, c'était les premières traitement chirurgical de la fibrillation atriale, mais finalement, en fait, les chirurgiens, ils avaient déjà tout compris à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient compris que la fibrillation atriale, c'était l'oreillette gauche, que la fibrillation atriale, ça venait des veines pulmonaires, qu'il fallait isoler les veines pulmonaires pour traiter la fibrillation atriale. Donc à l'époque, ils avaient déjà tout compris. Mais bon, faire une chirurgie cardiaque pour traiter une fibrillation atriale, c'est quand même assez lourd. Et il faut rendre quand même hommage à Michel Essager, qui est quand même, je dirais, un des pionniers de la rythmologie en France, qui le premier a réussi à comprendre et à démontrer que l'origine de la fibrillation atriale, elle provenait des veines pulmonaires, donc au niveau de l'oreillette gauche. Donc ça, c'est la publication du New England qui date déjà des années 90. Et il a montré qu'en allant isoler ces veines pulmonaires, on arrivait à éviter que le patient fasse de la fibrillation atriale. Et ça, c'était vraiment, à l'époque, quelque chose vraiment d'assez révolutionnaire. Et donc, c'est grâce à Michel Essager, en fait, que le traitement interventionnel de la fibrillation atriale est né, avec donc évidemment une évolution technologique, avec le développement de cathéters qui permettent d'accéder à l'oreillette gauche et point par point, avec les cathéters de radiofréquence, on va faire des cautérisations tout autour des veines pulmonaires pour isoler électriquement les veines pulmonaires du reste de l'oreillette gauche et traiter
et traiter la fibrillation atriale. Donc ça, c'est vraiment le principe qui a été développé par Michel Essager, et clairement, depuis 30 ans, le principe, il n'a pas changé. Donc vraiment, mais en fait, le principe n'a pas changé, mais par contre, on a vu des évolutions technologiques en termes de matériel pour pouvoir traiter plus facilement et de manière plus sûre ces veines pulmonaires et cette fibrillation atriale. Donc, dans les années 90, il y a eu donc l'avènement de la radiofréquence, donc avec la radiofréquence qui permet de cautériser et d'échauffer le tissu pour brûler le tissu tout autour des veines pulmonaires. Dans les années 2000, on a vu apparaître des systèmes qu'on dit one-shot, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire le tour en fait des veines pulmonaires. Donc c'est des ballons de cryoablation. Donc au lieu de brûler tout autour des veines pulmonaires, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire le tissu par congélation en fait, tout le pourtour. Donc ça c'est la technique par le froid, c'est ce qu'on appelle la cryoablation. Dans les fins des années 2000, il y a eu le développement du laser, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès, il faut l'avouer. En tout cas, ça ne s'est pas beaucoup démocratisé. Et par contre, la vraie révolution technologique qu'on a vu arriver dans les dernières années, c'est la technique qu'on appelle l'électroporation, qui est en train de complètement modifier la prise en charge, enfin, en tout cas, de prendre complètement le pas. On le voit sur toutes les autres technologies. Alors, l'électroporation, qu'est-ce que c'est ? C'est des micro-impulsions électriques qui vont être assez spécifiques du tissu cardiaque. Alors, c'est quelque chose qui a été développé depuis des années en traitement en cancérologie, en particulier, pour détruire des tumeurs. Mais les industriels ont en fait utilisé et adapté ce processus pour développer en fait des protocoles de stimulation électrique qui vont aller détruire électivement le tissu cardiaque. Et donc, la promesse un peu de cette évolution technologique, c'est qu'on puisse traiter uniquement le tissu cardiaque, mais en épargnant les autres tissus adjacents, en particulier les structures adjacentes du cœur, en particulier les nerfs, l'œsophage qui passe juste derrière, éventuellement les artères coronaires, ce genre de choses qui peuvent être associées à des complications de la procédure. Donc, on voit très bien que la radiofréquence finalement qu'on a utilisée pendant 20 ans est en train d'être complètement supplantée par l'électroporation. L'avantage, c'est que c'est une technique qui est extrêmement rapide. Globalement, en quelques secondes, en fait, on obtient une lésion, alors que pour la radiofréquence, c'est un petit peu plus long que ça. En utilisant en fait ce type de technologie, on voit qu'on arrive quand même à traiter de manière beaucoup plus rapide les patients, et on espère avec des résultats un peu meilleurs. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup avec cette technologie, c'est d'éviter les complications. Quand on fait une ablation de fibrillation atriale, on a à peu près 2 à 3% de risque de complications sérieuses. Et en particulier, les complications qui nous font un peu peur, c'est les complications de lésions des structures extracardiaques, en particulier des lésions du nerf phrénique. Le nerf phrénique qui passe juste à côté, donc si on brûle trop à côté ou si on congèle trop à côté, ça peut entraîner des paralysies phréniques. L'autre complication qui nous fait très peur quand on fait les ablations, c'est les lésions de l'œsophage, parce que l'œsophage il passe juste derrière l'oreillette gauche, donc il peut y avoir un risque de perforation de l'œsophage, qui est une complication très rare, mais évidemment très grave quand ça survient. Et puis, il y a le risque de ce qu'on appelle les sténoses des veines pulmonaires, c'est-à-dire que quand on va aller brûler tout le pourtour des veines pulmonaires, il peut y avoir une réaction inflammatoire qui se crée, qui entraîne une sténose ou une occlusion des veines pulmonaires, et ça fait partie des complications potentielles de la procédure. Et potentiellement, c'est très rare, des risques sur les artères coronaires. Donc ce qu'on attend vraiment de cette technologie, c'est de diminuer vraiment les complications. Les complications qui sont liées à l'abord, c'est-à-dire au fait d'aller dans l'oreillette gauche, probablement ne vont pas être diminuées, parce que dans tous les cas, on est obligé d'aller accéder à l'oreillette gauche, et avec des risques procéduraux qui existent. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de diminuer au maximum le risque de complications associées. Donc pour le moment,
voilà, c'est une technologie assez récente qu'on utilise depuis 2-3 ans. Donc il faut voir un peu quels sont les résultats sur le long terme. Jusqu'à maintenant, les études ont montré que ça permettait de traiter les patients plus rapidement, peut-être de manière plus sûre, mais les résultats ne montrent pas qu'on a des améliorations en termes d'efficacité de manière évidente. Donc il faut attendre de voir. On voit que ça avance très vite et que les cathéters, voilà, tous les 2 ans ça change et qu'on va probablement, j'espère en tout cas, améliorer les taux de succès de ce type de procédure qui sont assez bons. On est sur des taux de succès sans arythmie de l'ordre de 70 à 80% à 1 an, alors que sur des traitements antiarythmiques, on est plutôt aux alentours de 30%. Donc clairement, c'est plus efficace que les médicaments. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une marge de progrès qu'on espère avec le développement de ces technologies-là. Et puis, c'est vrai que pendant très longtemps, on se disait finalement avoir de la fibrillation atriale, finalement tout le monde en a, c'est peut-être pas très grave. Et puis finalement, est-ce qu'il faut vraiment traiter cette fibrillation atriale? Il y avait eu des études anciennes qui montraient que finalement entre avoir une stratégie qu'on dit de contrôle du rythme, c'est-à-dire s'acharner pour maintenir le rythme sinusal, n'était pas forcément meilleur que les stratégies dites de contrôle de fréquence, c'est-à-dire juste de donner des traitements ralentisseurs. On voit que sur des études plus récentes, qui sont faites avec les technologies plus récentes, montrent que avoir un traitement précoce de la fibrillation atriale, probablement, augmente, en tout cas a un bénéfice pour les patients, diminue les complications. On sait que chez les patients qui font de l'insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, il y a un vrai bénéfice en termes de mortalité. Donc là maintenant, on propose assez volontiers les traitements interventionnels pour les patients qui font de l'insuffisance cardiaque. Mais de plus en plus, en fait, chez les patients qui ont de la fibrillation atriale plutôt depuis pas très longtemps, les études sont plutôt en faveur de leur proposer plutôt un traitement tôt et interventionnel plutôt que de laisser la fibrillation atriale traîner parce que on sait que la fibrillation atriale, si on ne la traite pas, elle va devenir finalement réfractaire et au bout d'un certaines années, on n'arrivera plus à la traiter même si on utilise les techniques interventionnelles. Donc il y a un vrai enjeu vraiment d'essayer de dépister précocement cette fibrillation atriale et de la traiter parce que voilà, quand on traite une fibrillation atriale qui évolue depuis 2, 3, 4, 5 ans, on sait qu'on est moins efficace, alors que si on la traite précocement, c'est là où probablement on va avoir un vrai bénéfice sur le pronostic des patients. Il y a eu beaucoup aussi de développement technologique sur le diagnostic des arythmies, en particulier pour la prise en charge des tachycardies ventriculaires, avec le développement des systèmes de cartographie. Là, je vous en montre un exemple. Donc maintenant, on a des systèmes qui permettent de cartographier vraiment précisément les arythmies et les circuits d'arythmie à l'intérieur du cœur, avec vraiment des cartographies qui sont extrêmement précises et qui permettent vraiment en tout cas d'améliorer en tout cas la précision et l'efficacité des traitements interventionnels et en particulier on le voit sur le développement des ablations de tachycardie ventriculaire, pareil, qui prennent une place de plus en plus importante vis-à-vis des traitements médicamenteux. Et puis c'est vrai quand on parle de développement technologique, on parle d'intelligence artificielle. Maintenant l'intelligence artificielle elle est partout, mais on le voit aussi en rythmologie. Et en particulier sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer des algorithmes, en tout cas des techniques d'imagerie à partir du scanner ou de l'IRM qui permettent de manière complètement non invasive d'identifier les zones dans le cœur responsables des arythmies et de donner des cibles pour pouvoir les traiter. Donc ça fait partie des choses qu'on n'utilise pas encore maintenant en routine, mais qui sont en train d'être développées. Il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur ce type d'identification non invasive des foyers et des substrats d'arythmie. Et donc probablement, en tout cas je pense dans 10 ans, on utilisera vraiment, je pense, ce type de technologie de manière routinière. Et puis pour terminer, je vous ai dit qu'il y avait un enjeu quand même à détecter la fibrillation atriale. Alors il y a beaucoup de débats en la matière. Il y a eu des études qui ne sont pas toujours concordantes sur le fait est-ce que c'est vraiment utile de faire du dépistage en population de fibrillation atriale. La fibrillation atriale, elle n'est pas toujours symptomatique. Donc il y a beaucoup
d'études actuellement en cours pour savoir si faire du dépistage en population c'est utile, et en particulier avec les nouvelles technologies. Donc, je pense que certains ici ont des montres connectées avec des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle de dépistage de la fibrillation atriale qui fonctionnent assez bien, hein, il faut l'avouer. Voilà, l'idée c'est de voir si vraiment ces outils finalement qui sont utilisés par tout à chacun peuvent avoir un vrai bénéfice en termes de dépistage précoce et de traitement. Donc on voit que nous, on propose assez volontiers maintenant à nos patients, il faut avouer, de faire l'acquisition de montres connectées. Ça, c'est des exemples de tracés de patients. Très régulièrement, on fait des vrais diagnostics d'arythmie, des fois de tachycardie ventriculaire sur les montres connectées. Donc c'est vrai que ces technologies, elles vont, je pense, prendre en tout cas un essor important. Je ne sais pas si dans 10 ans, on aura tous notre montre qui permet de détecter de la fibrillation atriale, mais je pense que ce n'est pas complètement impossible. Et puis l'intelligence artificielle aussi, elle s'infiltre un peu partout, et en particulier maintenant on a des technologies sur les holters qui sont basées sur l'intelligence artificielle, qui permettent de faire des diagnostics un peu automatisés, qui marchent clairement mieux que ce qu'on peut faire nous de manière manuelle, faut avouer. Et donc je pense qu'en tout cas on améliore en tout cas nos outils diagnostiques grâce à cette intelligence artificielle. Donc je pense que je vous ai montré que la rythmologie c'est vraiment une discipline qui est en plein essor. Clairement on voit que le nombre de patients qu'on voit en consultation et qu'on est amené à traiter augmente vraiment de manière exponentielle. Il y a un vrai enjeu sur autour du dépistage et du traitement de la fibrillation atriale. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir faire des ablations à tous les patients qui ont de la fibrillation atriale, mais on voit que les indications en fait s'élargissent d'année en année, et donc peut-être que demain, on aura les indications d'ablation beaucoup plus faciles, mais elles sont déjà extrêmement larges à l'heure actuelle. Et puis il y a énormément d'évolutions technologiques en termes de stimulation et de défibrillation. On voit qu'en termes de, je vous l'ai montré sur les stimulateurs, les défibrillateurs, on a fait un bond technologique en 5 ans qui est quand même assez incroyable. Donc je pense que ça va encore s'améliorer dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est beaucoup d'espoir pour l'avenir, en tout cas pour le traitement de nos patients. Et voilà, et c'est vrai que c'est une spécialité qui est vraiment passionnante et qui évolue tout le temps. Voilà, je vous remercie.